Salut à tous. Il serait temps qu'on fasse le récap de la 6e année de voyage. 6 ans déjà, vous vous rendez compte? Julien n'a aucune motivation, ça s'entend dans sa voix. Non, c'est clair. Peut-être que je vais me lancer, on va voir. Hein. On va vous faire un récap déjà de tout ce qui s'est passé pendant la 6e année de voyage, un petit peu tout ce qu'on a vu. Ensuite, on passera à combien ça a coûté, les kilomètres, enfin voilà, le bilan financier. Et peut-être ce qui va se passer pour l'année prochaine. Parce qu'après, il faudra attendre le résumé l'année prochaine de la 7e année de voyage. Est-ce qu'il va y avoir une 7e année de voyage? On n'en sait rien. Le départ de notre 6e année de voyage, c'était à la moitié du monde en Équateur. Donc ce qu'il faut savoir, on l'a déjà dit, mais pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, attention, la ligne jaune de l'Équateur n'est pas la vraie ligne de l'Équateur. Ne vous faites pas avoir comme beaucoup en mettant le pied à droite et à gauche et dire j'ai le pied à l'hémisphère sud et l'autre au nord. Non, c'est 250 et quelques mètres plus loin que cette fausse ligne. Et nous aussi on l'a fait. Oui, en sachant. Quand on était à Quito, on en a profité pour aller voir un jardin de colibris avant de prendre la route vers la frontière. Donc là, on part de la ligne de l'Équateur jusqu'à la frontière colombienne. Bon, il y a un truc qui était sympa, on avait été voir une usine de textile. Donc ça, c'était cool. On a fait le cimetière, un marché, je crois. Arrivé en Colombie, on a fait un premier truc super sympa. C'est à Ipiales, une basilique un peu suspendue au-dessus d'une rivière. Ouais, ça c'était vraiment chouette. Ouais. On a aussi profité d'aller voir un petit marché indigène, indien, je sais pas comment vous voulez les appeler. Je me rappelle plus, ça fait un an. Je me rappelle plus, c'est quoi ça? Le marché de Sylvia, c'était hyper typique. C'était dans la zone des FARC. Là où ils nous ont attendu avec une machette? C'est ça. Ah ok, si, c'était sympa là. D'ailleurs, c'est à cet endroit-là qu'on a fait la galerie sur le Mancat, au garage de Ben et Jojo. Maintenant, je crois que c'est que Ben, il n'y a plus Jojo. D'ailleurs, si vous voulez faire des réparations sur votre véhicule, vous pouvez y aller là-bas, c'est à côté de Sylvia, par là, un truc comme ça, je crois. Et ensuite, Cali. Qu'est-ce qu'il y avait à Cali? Pas grand-chose, je crois. C'est les illuminations de Noël? Je vois que t'as marqué. Ça doit être ça, j'en sais rien. On se rappelle même plus ce qu'on a fait. Par contre, je me rappelle. En fait, non, j'ai l'impression que moi, cette année, je pense pas qu'il s'est passé grand-chose, en tous les cas, dans ma tête, mais j'ai moins de souvenirs. Enfin, c'est pas que j'ai moins de souvenirs, j'ai moins de mémoire. Peut-être parce que j'en ai trop vu cette année. J'ai du mal à... J'ai l'impression que c'est loin, ça. Ouais. Très loin. Ouais, très loin, non? Ça dépend, moi il y a des trucs, je me rappelle pas aussi dans les autres bilans. Mais là, c'est vrai que je pense que le Venezuela a été tellement marquant que les trucs qui se sont passés avant, on a oublié. Ouais. Mais moi, je me rappelle très bien de Finlandia, une petite ville avec plein de maisons colorées. Et aussi la vallée de Kokoro. C'est là où ils avaient fait un film, Manon elle a dit. Enfin, ils s'étaient inspirés du village pour un dessin animé ou un film. C'est ça. Ok. C'était quoi, Manon? Encanto. Ok, je sais pas si vous avez entendu. C'est en espagnol. Ouais. On voulait faire l'autre vallée où il y a les palmiers comme à Kokoro là. Apparemment avec le camion ça passait pas, il y avait des éboulements sur la route. La route s'est écroulée, c'était la saison des pluies à ce moment-là, je crois, un truc comme ça. Enfin, ils nous avaient fortement déconseillé d'y aller quoi. Et ensuite direction Medellín et on a commencé par le cimetière où est enterré Pablo Escobar. Et beaucoup dans la ville, on a fait des choses tournées autour de Pablo Escobar parce que c'est quand même une figure là-bas. On a aussi été voir la Comuna 13, ça, on a sympa. Beaucoup aimé, grave. Très touristique. Ouais, trop, mais vraiment sympa. Et on a filé à Guatapé. Ah, trop bien. Guatapé, franchement. C'est un lac avec une pierre dressée, là, la pierre d'El Peñol. C'est des très bons souvenirs parce que c'était en gros un bivouac sauvage. On n'avait pas fait depuis longtemps parce que Équateur, pas trop de bivouac sauvage. Et là, on était vraiment contents parce qu'en plus, on avait pu mettre le bateau à l'eau. On a fait des belles excursions en bateau. On a bien rigolé. C'était vraiment chouette. On a passé Noël là-bas avec des copains argentins, uruguayens et c'était vraiment chouette. On a fait du bateau, de la moto. En fait, moi, le petit lac, c'était plus sympa que la pierre. Oui, parce que voilà, on a profité vraiment de la nature. Alors, on avait encore notre petit moteur de 2 chevaux. Ouais. C'était très risqué. C'était tendu un peu. On a ensuite repris la route parce qu'on devait rejoindre des amis. Et là, on s'est arrêté dans un petit village de pêcheurs au bord d'un lac, mais vraiment
le truc tellement typique où ils voient jamais de touristes. C'était vraiment des super souvenirs. Pourtant, on est resté que 2 jours. Parce qu'on devait aller faire le jour de l'an avec les copains argentins colombiens dans la famille colombienne. Mais ce petit village, pour ceux qui se rappellent, c'est là où on a dû soulever toutes les guirlandes pour aller tout au bout. Et j'ai fini avec des pêcheurs, aller remonter les filets. On avait été super bien accueillis. Ils nous ont offert une carapace de tortue. Ouais. On a toujours dans la soute là. Des gens vraiment, vraiment super gentils. Comment ça s'appelait le petit village? Santo Domingo. Ouais, si vous avez l'occasion, allez-y, c'était vraiment chouette. Ensuite, jour de l'an avec les copains, beaucoup d'alcool. Mais surtout, ils nous ont envoyé voir toute leur ferme et ça, c'était vraiment sympa. Ça faisait de l'immersion et on était vraiment dedans là. Hein. C'était vraiment sympa. Donc c'était qui? C'est plus CR Camper, c'est CM Camper. Donc les copains d'Argentine, Santa Fe, qui d'ailleurs, si vous avez des problèmes sur votre véhicule, si vous voulez faire une cellule, aménager un camion, n'hésitez pas à le contacter. Après, direction Mompox, avec plein de bâtiments coloniaux. Puis, direction les plages des Caraïbes. Que t'étais malade que les bâtiments coloniaux. Ah, j'étais malade d'une force sur le bout de ma vie. Là. Je m'en rappelle, parce que t'étais malade et t'étais venu me filer un coup de main à nettoyer la machine à laver. C'est à partir de ce moment-là que la machine, elle a commencé à rendre l'âme. Tu te rappelles? Et ensuite, direction les Caraïbes. Covenias, c'était un coin extraordinaire. Ouais, c'était vraiment sympa. On a fait plein de petites plages dans ce coin-là. On a été aussi faire une petite sortie en bateau pour aller voir une zone de mangrove. Ah ouais. Des bons souvenirs, vraiment des bons souvenirs. C'était la plage la plus sauvage du coin, je pense. Parce qu'après, c'est beaucoup d'immeubles, beaucoup de trucs touristiques. Et là, c'était les petites maisons de vacances. On a passé pas mal de temps avec Ronald et Liana, c'est CM Camper. Et puis direction Carthagène. Et là, je dois dire, j'aime pas beaucoup les grosses villes, mais alors, le vieux centre de Carthagène, il était vraiment, vraiment très beau. Ouais, n'hésitez pas à faire Carthagène, les remparts, c'est ça? Ouais. Non, c'était vraiment chouette. Ça vaut le coup, vraiment. C'est là que j'ai acheté le nouveau moteur Mercury 8 chevaux pour les prochaines sorties qui arrivent. Direction Barranquilla. Et là, il y a la statue de Shakira pour les fans, mais surtout, nous, on est parti faire une sortie en moto puisque on y a racheté une petite 50 pour Alex. Ah, c'est là, la YCF 50. On est parti voir la Boca de Ceniza, c'est une espèce de longue jetée dans la mer, mais de 6 km à l'intérieur de la mer et de la rivière. C'était vraiment cool. Bah, c'était notre première balade en moto tous ensemble en fait. Ouais, donc, et c'était trop bien. Ensuite, on va à Santa Marta et tout à l'heure, je me suis trompé. C'est ici que j'ai acheté le moteur Mercury puisque c'est là qu'on a fait les essais pour la première fois. Il fallait rentrer par l'embouchure de la rivière pour sortir en mer et c'était une galère. Pour ceux qui se rappellent, il y avait un canapé au milieu de la rivière. C'était un peu le merdier, tu te rappelles? Ouais, c'est une ville hyper touristique. Vous avez pas vu, mais on y avait passé beaucoup de temps. On a fait des examens médicaux pour se mettre à jour et tout, le dentiste. C'est pas forcément le meilleur souvenir de Colombie, alors que c'est une ville hyper touristique. Ensuite, direction Palomino. C'est une petite ville au bord de la mer. On est allé dans un camping parce qu'il n'y a pas moyen de trouver des accès à la plage qui sont pas payants. J'ai 2 regrets là-bas. On a des bons souvenirs et des mauvais. Ouais, c'est ça. J'ai le regret de m'être branché dans un camping parce que c'est là où on a flingué les batteries de la cellule. Et le deuxième, tu sais ce que c'est? Non. De pas avoir été connaître les populations avec les bottes et les tenues blanches. Les populations locales, je sais plus leur nom. Mais c'était des Indiens originaires et ils avaient apparemment une culture très particulière et ça aurait vraiment été sympa de découvrir. Pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on devait sortir, c'était la fin de notre temps en Colombie, on pensait le faire et finalement on s'est retrouvé en panne de batterie, on a dû Julien a géré pendant plusieurs jours pour trouver des batteries. Voir comment on pouvait faire vu qu'on devait sortir avant que les batteries arrivent. On s'est retrouvé à partir au Venezuela pour quelques jours. Non, avant on a fait Rio Hacha. C'est quoi ça? C'est une ville, on y a passé une soirée, c'était notre pause avant de passer. Ouais, c'était mignon, une petite vue sympa. Ouais. Oui, ensuite, ça y est, on passe la frontière. Pas définitivement, on fait juste une entrée, 3 jours une au sortie. Venezuela parce que la migration nous avait vraiment embêtés. Ils nous ont dit non, vous pouvez pas faire ça, c'est pas du tourisme. On avait dû rester quelques jours au Venezuela avant de revenir en Colombie. Donc on est rentré au Venezuela en sachant que Marie quand même elle avait dit Venezuela, qu'est-ce qu'on entend, on va y passer 1 mois, 2 mois, on va vite traverser. On arrive à Paraguay-Poa. Et là c'est une ville globalement frontalière, elle n'est pas inspirante, en général ça craint les villes frontalières et en fait... C'était tout l'inverse de toutes les villes frontalières de tous les pays. C'est une zone plutôt pauvre du Venezuela.
mais les gens sont tellement accueillants. C'est pareil, c'est des indigènes. Les Wayuu. Les mêmes qu'on retrouve en Colombie, qui ont en fait un régime particulier, puisqu'ils sont sur les 2 pays. Vraiment des gens tellement gentils. On a passé beaucoup de temps avec eux, ils nous ont fait connaître énormément de choses. La culture Gregorio. Wayuu. Donc ensuite, on fait tout ça avec Gregorio et on retourne en Colombie parce qu'on voulait faire quand même. On a fait l'extrême sud d'Amérique du Sud et on voulait faire la pointe extrême nord d'Amérique du Sud se trouve en Colombie. Où ça? Dans la Guajira de Colombie, qui est un désert en fait. Punta Gallina, ça s'appelle. Toute cette zone-là qui est assez désertique a des très belles plages, mais par contre, il n'y a que des pistes pour y accéder. Le 4x4 obligatoire, même guide, parce que comme on vous l'a dit, on est... Pas guide obligatoire. Non, mais c'est mieux plus pour aller simple. à Punta Gallina parce qu'il y a vite fait de se perdre. Les populations locales, le problème, c'est qu'en fait, elles réclament de l'argent aux touristes. Il y a des péages sauvages, parce qu'en gros, le territoire leur appartient. C'est chez eux, c'est une communauté indienne. Alors que quand tu as un guide, le guide gère ça. N'hésitez pas à y aller. Je me rappelle quand on a sorti cette vidéo-là, beaucoup ont dit rien que pour ça, j'irai pas. Mais si tu fais pas ça, tu fais rien en fait. C'était extraordinaire. On s'en fout qu'il y avait 200 contrôles, on n'a pas eu 200, nous. On a eu 30, 50, je sais plus, je me rappelle une plus. trentaine. Après, mais oui, tu payes ou tu leur excellent. donnes à manger, mais finalement, c'est pas cher payé pour découvrir quand même un endroit vraiment atypique, sauvage et sympa. C'est clair. Après, vous pouvez faire que la partie Cabo de la Vela, où on n'a rien payé pour y aller. C'est une ville toute petite, mais où on peut faire du kitesurf et vraiment profiter de belles plages. Ouais, mais tu vois pas vraiment, et tu t'as pas fait ta pointe extrême nord. T'as pas fait la pointe. Après, tu peux la faire avec des voitures de Rio Huacha, là, justement. Il y a des tours, hein. Tu peux faire monter dans un 4x4 à quelqu'un et tu fais ton tour avec eux, ouais, quoi. Tu peux pas y aller avec ton véhicule, en général, quoi. Ouais. Ensuite, après notre exploit à l'extrême nord, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré des batteries pour le camion et pas seulement des batteries, aussi un régulateur d'alternateur. Parce qu'on s'est retrouvé en panne en plein désert. Ouais, c'est la première fois que le régulateur d'origine il a déconné, quoi. Bah, les batteries que j'avais commandées à Bogota, je les avais fait livrer à la frontière Colombie-vénézuélienne, à la petite ville de Maicao. Et donc on a récupéré les batteries, on a fait le montage. Et il y a un pote qui avait été voir pour nous trouver un régulateur pour l'alternateur. Et on avait trouvé, c'est à partir de là qu'on a mis des régulateurs chinois sur le camion. Et quand Julien dit un pote, c'est en fait des locaux qui nous aident à chaque fois. Et bon, vraiment super sympa, parce que, je veux dire, ils y gagnent rien, quoi. C'est vraiment de la gentillesse. Bah, c'est un gars qu'on a rencontré sur la piste, qui m'a donné le contact d'un autre gars, qui a été voir, et oui, il a trouvé le régulateur, et voilà. Bah, des gens qui se mobilisent pour des inconnus, quoi. Et ça se caractérise vraiment beaucoup en Amérique du Sud. Clair. Ensuite, frontière, Venezuela pour la deuxième fois. Et voilà, 20 minutes de film. Je crois que c'est encore pire que la GoPro. Parce qu'on est quand même dans le camion, là, on n'est pas dehors. Hein. Et on est à 27 degrés. Ouais, donc voilà. Merci Insta. Bon, bah on va essayer de faire comme ça, hein. Sans batterie, les deux trucs ouverts, là, les deux capots pour que ça refroidisse. Bon, bah on reprend. Gregorio nous a emmené voir une autre communauté indigène, les Agnew. C'est une communauté qui vit sur l'eau, vous verrez. Ouais, non, c'était vraiment chouette. D'ailleurs, si vous entrez au Venezuela par là, n'hésitez pas à rencontrer Gregorio, franchement, et c'est un super gars. Ensuite, bah, c'est parti, Venezuela, on y va, direction Maracaibo, pour prendre l'assurance
du camion. Et finalement, à Maracaibo, on se fait inviter pour aller dans une posada où on passe un petit moment. C'était vraiment sympa. Parce qu'il faut savoir que Maracaibo, c'est réputé pour être l'endroit le plus froid du Venezuela. Mais en vrai, c'est l'endroit le plus chaud du Venezuela. Comme il fallait pas électricité, il y a la clim partout. Ils te disent que Maracaibo, il fait froid. Il n'y a pas souvent l'électricité là-bas. Ouais, c'est vrai. Ça coupe beaucoup. Ouais, ça, c'est un peu comme partout au Venezuela. On visite aussi le centre-ville de Maracaibo avant de partir direction Coro. Donc on fait notre petit tour à Coro, une petite ville coloniale. D'ailleurs, c'était la première capitale du Venezuela, je crois. Oui. Ensuite, on part direction la pointe du phare Cabo San Roman, dans la toujours dans l'état de Falcón. Ouais. Tout est abandonné, ça fait un peu bizarre, c'était très touristique il y a des années, aujourd'hui ça reprend, mais... je pense qu'il y a moyen de faire des affaires. Si le Venezuela explose, ces coins-là vont redevenir touristiques. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a moyen d'acheter pas très cher des villas à rénover, hein, parce que du coup tout est tombé un petit peu c'est clair. En ruine. Ensuite, on repart de cette pointe direction Chichiriviche, on met le bateau à l'eau et là on en prend plein les yeux en fait. On va voir toutes les îles qui sont des petites îles des Caraïbes très proches de la côte avec plages paradisiaques et ils appellent ça des cachots. Heureusement qu'on avait notre petit bateau avec le petit moteur parce que c'est vite cher d'aller sur une île. Et là, on les a quasiment toutes faites avec 12 litres d'essence, quoi. Donc et puis on était libre. Personne venait nous récupérer à 17h, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Et donc, on a pu aller voir d'autres choses qui sont pas connues. La grotte de la Vierge et la grotte des Indiens où on a vu des pétroglyphes. C'était vraiment sympa, c'était une aventure. Ouais, on s'est retourné aussi avec le bateau là-bas. On a tous fini sous l'eau, le moteur tout neuf à l'envers. Heureusement, c'était sur la plage. On a bien rigolé. Et ensuite, dans la même série, Parc de Morocoy. Magnifique, pareil, et les îles en quelque sorte, puisque il n'y a pas vraiment de plage sur les bords. Ouais. Faut vraiment prendre un bateau pour aller voir les bancs de sable et les îles. Et là encore plages. Génial parce que accueilli par les habitants, aller pêcher la langouste, faire de la moto avec eux, connaître le parc de Morocoy, c'était exceptionnel. Un bon souvenir, sauf les insectes. Ouais, parce que ensuite on a pensé acheter par là, mais en réfléchissant bien, je vois pas les enfants à Tucacas, on va y venir, après on va à Tucacas, c'est cool d'aller là-bas, mais en vacances peut-être, en week-end, mais y vivre, en plus il y a une espèce de lagune pas loin, il y a un peu des marécages là par là, et c'est vrai qu'à partir de 17h, tu te fais dévorer quoi. C'est une espèce de petites mouches qui sortent en nuée de 17 à 19h, et tu te fais défoncer, la même chose le matin, donc c'est chiant. Et après le reste de la journée, t'as quand même les moustiques, hein, faut pas non plus... Si on arrive à faire un vrai business là-bas, on aura sûrement une propriété par là, mais je pense pas pour y vivre. Mais après c'est super, t'es dans les Caraïbes, il fait beau et tout, c'est trop bien. Donc Tucacas après ? On n'y a pas fait grand chose et on prend direct la direction de Santa Teresa, la fabrique de rhum. Le meilleur rhum au monde, pas de cette année, mais il a été élu plusieurs fois meilleur rhum du monde. Donc on n'a pas fait la Hacienda parce que c'était cher, très cher. Très cher, faut savoir que il y a plein de choses qu'on peut faire au Venezuela sans dépenser trop d'argent, mais il y a des sorties touristiques très connues qui, elles, valent une fortune par contre. Je pense que le tourisme, c'est le plus cher de l'Amérique du Sud. À Guyana, c'est très très cher. Ouais, Guyana, c'est vrai, c'est cher aussi. On part à Maracay et là, on se retrouve à découvrir le groupe d'aide aux voyageurs du Venezuela et on se fait des amis en or. En fait, on était à l'Hacienda Santa Teresa et là, je reçois un autre message de Otto, celui qui gère le groupe d'aide, parce qu'on avait déjà passé Maracay. Et là, on se dit, bon allez, vas-y, on y va. On va voir, ça peut nous ouvrir des portes. Le gars, il va peut-être nous dire, allez par là, allez voir ça. Donc, on fait demi-tour et on retourne sur Maracay. Là, on finit chez Jonathan et Juliette, l'autre Jonathan, Otto, toute l'équipe. On fait des rencontres de voyageurs avec l'Italien, les Argentins, les Uruguayens. Enfin, on a passé de bons moments là-bas. Karting, c'est comme la famille. C'est ça, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Enfin, c'est le cas de quasiment tous les Vénézuéliens qu'on a croisés. Mais c'est comme partout, il y a des gens qui nous marquent plus. Et là, évidemment, on est toujours en relation avec eux. C'est des amis, toujours prêts à aider. Un saludo a Juliette, Otto, los dos, Jonathan. Vamos a se encontrar de nuevo pronto. Ojalá. Ils nous conseillent d'aller voir la plage de Cuyagua, où ils nous rejoignent d'ailleurs. C'est des super moments qu'on a passés en sauvage sur la plage en fait. Par contre, les accès, c'est vrai que les routes, elles sont et montagneuses. On a reparlé combien de temps là ? 10 minutes ? Moins que ça, je pense. Et voilà, ça réchauffe.
Et ils se foutent de notre gueule. Hein. Allez, on recommence. Deuxième fois que ça chauffe. Vous voyez, on est mal barré. Hein. Si toutes les 10 minutes, on doit éteindre. On retourne à Maracay, on profite avec les copains avant de prendre la route direction Tinaquisho, qui devait être juste une pause et qui finalement... On visite l'hôpital, on visite une entreprise de filtres, on nous offre des kilos et des kilos de mangue, on rencontre peut-être la future femme de Fred. Un grand coucou à vous. On continue la route et on s'arrête à Agua Blanca parce qu'on a vraiment très chaud. On pensait juste profiter d'un balnéario et finalement on se retrouve en plein milieu du spiritisme. Faire un truc ésotérique. Pas prévu. Il y en a qui doivent se rappeler. Hein. Vous vous rappelez, on était même escortés par la police. Alors pourquoi, on nous a demandé, si c'est pas dangereux, pourquoi vous êtes escortés par la police? En fait, plusieurs fois on a été escortés par la police. Pourquoi? Parce que je pense que ça leur fait plaisir. Mais oui. Parce que je pense qu'ils ont le temps. Et c'est comme ça, quoi. Non, c'est pas parce que c'est dangereux. Non, c'est pas parce que ce que vous voulez. C'est parce que ça leur fait plaisir d'accompagner les touristes. Il n'y a pas de touristes. Il y a un moment donné, il n'y avait plus de touristes. Là, ça commence à revenir. Et quand le mec, il prend sa petite mobilette, sa petite moto et qui nous escorte, il est content, quoi. Il est content de faire découvrir son pays, sa région, ce qu'il y a à voir. Mais en aucun cas, c'est parce que c'est dangereux et on va se faire attaquer sur la route. Non, pas du tout. Donc, après cette truc ésotérique où on a bu du sang qui n'était pas le nôtre, dommage que j'avais pas les lunettes à cette époque-là, parce que là, ça aurait été... Ah, mais si le gars, vraiment, le démon en lui ou la personne en lui... avait vu que j'utilisais les Ray-Ban Meta... Mais j'avoue, ça aurait été extraordinaire. On peut y retourner quand on y retournera. Non, ça va aller, merci. Ensuite, on part vers où? Mérida, parce que le but de cette route, c'était de rejoindre Mérida. Oui, mais alors pourquoi? Juste avant ça, avant de partir de Maracay, on arrivait sur notre fin des 3 mois au Venezuela. Et on s'est dit, on fait quoi? C'est soit on part direction le Brésil et on loupe tout le reste, mais comme on était enchanté et tout, on s'est dit, allez, on file en dessous de Mérida à Táchira, la frontière colombienne, et on refait tamponner 3 mois pour découvrir 3 mois de plus le Venezuela, parce que on en est enchanté, quoi. Donc voilà pourquoi on prend cette route par là, quoi. Arrivé à côté de Mérida, on va au Pico Aguila et à la route la plus haute du Venezuela, parce qu'il y a des montagnes au Venezuela. On profite des thermes de Moussoui avant d'aller au téléphérique. Et là, on rencontre Francisco qui nous fait faire la visite de Mérida, du zoo. Enfin, c'était super bien. Le téléphérique le plus long et le plus haut du monde. Alors, le plus long, aller-retour. Il fait un petit road trip avec nous. C'est ça, les padrés, les pères pour le café. Ouais, on a fait énormément de choses avec lui. On en était épuisés. Encore merci à Francisco au transport d'Avila, mais c'est pas notre truc en fait. Le matin, fallait se lever, fallait partir, attaquer. On faisait une visite le matin, on mangeait rapido, on repartait l'après-midi, tu te rappelles? C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Donc on fait Bailadores, la cascade del Indio Caru. Les potes là-bas. On découvre des cultures de fleurs, plein de choses assez inattendues et sympas, moi j'ai trouvé, parce qu'on a appris plein de choses. C'est clair. On arrive à San Pedro del Rio, où on passe finalement qu'une nuit, mais c'est une jolie petite ville qui, je pense, vaut le coup d'être visitée. On a en tête de partir voir des mines de charbon. Donc on se dirige vers Lobatera sans vraiment savoir si on va pouvoir les voir. Et là, on découvre que c'est des mines quasiment personnelles, en fait. Les gens creusent des trous dans la montagne et ils se font une mine de charbon. Et super, parce qu'on rencontre les mineurs qui nous emmènent dans leurs mines. Plus après, des mines un peu plus formelles. Donc on découvre beaucoup de choses là-bas. Une petite famille aussi là-bas. Ouais. Franchement, on finit avec eux à manger la chèvre, partir avec toute la famille dans les cultures, le cacao, les maracuyas, maracuja pour Philippe, parchita pour les Vénézuéliens. On a passé un super bon moment. Mais on n'a pas pu rester très longtemps parce qu'on est arrivé sur notre fin d'autorisation sur le territoire. Donc on reprend la route, on s'arrête vite fait à une fabrique de céramique. Et on arrive à la frontière où on pensait très bêtement se dire on va faire retamponner 3 mois. Et là ils nous disent merci, ciao, à l'année prochaine. Ah bah là,
Moi, j'ai fini en pleurs. Fin du voyage, on s'est posé beaucoup de questions à ce moment-là. Parce que une fois que vous êtes à Cúcuta, quand vous pouvez plus retourner en Équateur, parce que vous avez fait vos 3 mois dans l'année, c'est très compliqué. T'es coincé en fait. Donc, pour ceux qui se souvenaient, on avait regardé pour mettre le camion sur un bateau, pour aller à Leticia, je sais plus où, pour arriver au Pérou. Enfin, c'était une galère. Et là encore, merci à Francisco et merci à tous les Vénézuéliens qui nous ont aidés. On a réussi à rentrer par cette frontière et reprendre 3 mois de plus. C'était pas sans mal, hein. C'était beaucoup de stress. Mais ça nous a quand même coûté 1 semaine, 10 jours en Colombie où on a découvert Cúcuta et surtout Entre Flores, un lieu hyper touristique dans la montagne à côté de Cúcuta, mais qui était bien sympa. Grâce à Simon, qui est en un prison. Vénézuélien qui était à Cúcuta. Je sais pas s'il est encore en prison. Ouais, on sait pas trop. En tout cas, encore merci à lui. On a passé encore un super bon moment. Et encore offert. Des fois, on a des commentaires. Vous profitez de la situation. On profite de rien. Les gens nous accueillent. Les gens nous ouvrent leurs portes. Et c'est ce qui fait qu'on fait des vidéos immersives. Et comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je vais pas te dire, tiens, regarde, on va manger chez les gens, mais c'est moi qui ai payé la pizza, on s'en branle de ça, tu vois. Et donc, dans tous les cas, ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a des échanges aussi. Grâce à nos réseaux sociaux, on fait toujours de la promotion. On le fait gratuitement, ils l'ont pas demandé non plus. En fait, s'ils nous invitent, on leur dit, tiens, ça te dit, on te fait un petit TikTok. Tu vois, donc on fait un petit TikTok parce qu'ils nous ont invités à leur resto, à leur truc, et du coup on fait un TikTok, un Instagram, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites vidéos courtes en espagnol. La publicité c'est plus pour les gens de là-bas que pour vous 15 000 km. Quoi. Et on retourne au Venezuela, à la frontière, où on passe un temps infini. On a la migration qui nous dit c'est bon, vous pouvez rentrer, aller faire tamponner à la douane pour le véhicule, mais c'est un peu plus loin. Donc on est au Venezuela, on n'a pas encore les papiers pour le camion, et là, non, vous ne pouvez pas rentrer, la frontière est fermée pour les véhicules. Et encore merci à Francisco qui nous a trouvé le contact de William, qui est en quelque sorte un avocat des frontières, qui a fait le forcing avec nous pour qu'on puisse passer avec notre véhicule et rentrer enfin au Venezuela. De retour, en force. C'était une lutte. Ouais, on était les seuls voyageurs depuis pas mal de temps à pouvoir rentrer par cette frontière. Je me rappelle que un des douaniers nous a dit, je sais pas comment t'as fait, mais je pense que t'as le bras long et félicitations. Donc on était très fiers de pouvoir re-rentrer. D'ailleurs, je crois que ça y est, maintenant c'est libre, je crois. Cette frontière, je sais pas si c'est grâce à nous, mais en tout cas, je pense qu'on y a contribué. Donc on est très fiers de ça. Rebelote, j'ai mis une batterie froide. Elle est chaude. Elle est chaude. J'ai essayé tout à l'heure avec avec la batterie externe et c'est pareil. Bon faut qu'on attende. Bon on fait des petites pauses. Hein. Si toutes les 10 minutes ça chauffe, je vais fumer pas mal de clopes. Hein. Bon, on a supprimé la 4K, on est passé au 1080. On espère que ça va être mieux. On rentre au Venezuela, on passe par San Cristobal où on voit un match de baseball avec des enfants. C'était sympa. On espère voir un vrai match de baseball d'adultes quand on sera au Venezuela. D'ailleurs, ils ont gagné la Coupe du Monde quand même. Aux États-Unis, les Vénézuéliens. On se fait inviter aussi par la police encore. À El Piñal, une petite ville où on s'est arrêté le soir et où on a été super bien reçus. Au baseball aussi, rappelle-toi. On a bu le café avec eux. Ah, exact. Mais alors, faut savoir que le café avec la police au Venezuela, c'est normal. À tous les contrôles, vous allez avoir le café. On a potentiellement d'autres choses. On a eu la bouteille de rhum, on a eu la pastèque, on a eu les glaces pour les enfants. Des gâteaux, ils sont extraordinaires. On s'arrête le soir, après manger, il y a un policier qui arrive et là tu te dis, t'as ton réflexe d'Européen, de Français quand même. Merde, putain, on va déranger ou quoi. Et là le flic il dit, demain matin, 8h, vous êtes à la gendarmerie, petit déjeuner. C'est extraordinaire. Et là, on part en direction du Chano vénézuélien. C'est en gros la zone des cow-boys, le Texas vénézuélien. Et on va voir deux hatos, 2 ranchs c'est immenses. À San Cristobal qu'on a reçu le mail du gérant des hatos qui nous a invités dans Hato de la Miel et Hato El Toreño. Donc là, on a passé des moments vraiment super parce qu'on était avec les gens du ranch et on a vu leur vie et on était vraiment en immersion, on a adoré. Ouais, c'est le Texas vénézuélien en fait. C'est extraordinaire, des gens adorables, de la bonne bouffe, immersion totale à la ferme quoi. Et on poursuit la route vers El Orsa, une petite ville, mais il faut savoir qu'il y a un gros événement dans cette ville qui doit se dérouler, d'ailleurs en ce moment où on parle. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Ouais.
J'aurais vraiment voulu y être là au moment où on se parle. Mais on a quand même eu un accueil de fou. Ouais, on a vu une communauté indigène, on a appris des choses sur la vie des gens. Enfin, c'est vraiment sympa. Bah, on espère vous emmener à Lorsa le jour de cet événement l'année prochaine, j'espère. Je sais pas, faut aimer faire la fête hein, et pas trop dormir. 4 à fond, fête, enfin c'est c'est fou quoi, c'est fou. On continue la route et on arrive à Apurito, un petit village. C'est juste une pause d'un soir. Et finalement, c'était sympa. On était au bord de la rivière. Julien s'est fait des copains. C'est là où j'ai payé ma clope au mec là. Ouais, c'était génial. On a fait des tours de bateau et tout. Ouais, c'était cool. Et on continue. On arrive à San Fernando de Apure. Là, pareil, c'est juste une ville-étape. Et finalement, on fait aussi une rencontre. On est invité chez un primeur qui nous fait voir plein de choses. Enfin, c'est trop bien. On est toujours en contact avec lui d'ailleurs. Thermo King, tu parles? C'est ça. Ouais, des gens pareils. Enfin, à chaque fois, on va dire des gens extraordinaires parce qu'ils sont tous extraordinaires. Ce séjour, il a été fou en fait. Et trop intense. Très intense. Très intense. Pourquoi on est passé par là? Parce qu'on voulait aller voir l'Amazonie, donc l'état d'Amazonie au Venezuela, qui est dans l'Amazonie évidemment, et on se dirige vers Puerto Ayacucho. D'ailleurs, pas beaucoup de monde vont par là, puisqu'il y a beaucoup de gens, déjà il n'y a pas beaucoup de touristes au Venezuela, ça commence un petit peu à revenir, mais même ceux qui viennent, quand tu leur dis j'ai fait l'Amazonie vénézuélienne, ah t'as été vers le Salto Ángel? Non, ça c'est pas l'Amazonie, ça c'est la Grande Sabana. Là l'Amazonie c'est un aller-retour. Il y a énormément de kilomètres, il y a un bateau à prendre. Pas beaucoup de gens vont là-bas. Donc on est tombé sur des populations... déjà, c'est que des populations indigènes. Ouais. Et ils sont, ils vivent leur vie d'indigènes modernes, on va dire. C'est-à-dire, ils n'ont pas les habits typiques et tout. Oui. Mais ils ont toujours leurs traditions et vous visitez des parcs nationaux magnifiques, dans un cadre magnifique, avec... vous êtes en Amazonie. Ouais, donc, attention... Infection, tout ça, on a bien dégusté. Humidité, insectes, bestioles. On a découvert des choses de fou parce que c'est aussi le départ des orpailleurs. Beaucoup dans cette zone-là. Donc là, ça part par la rivière. Enfin, il y a des histoires à raconter par centaines. Et c'est pas des gens pauvres. Parce qu'on a eu aussi des commentaires, la pauvreté, non. Le mec, il cultive son yucca, le mec, il cultive... Et ils vivent comme ça là-bas. Ces gens-là, tu les feras pas vivre à Caracas, par exemple. Ils vivent de pas grand-chose, ils sont riches de leur culture, ils sont autosuffisants et beaucoup voudraient aussi se développer, pouvoir avoir plus d'opportunités pour leurs enfants. Mais d'un autre côté, les enfants voudraient ça. Cette manière de vivre plus ancestrale. À chasser avec un arc et tout, quoi. Et ce qui est cool, l'Amazonie vénézuélienne, les communautés au Venezuela, elles sont beaucoup plus abordables et les gens sont beaucoup plus avenants, comme finalement tout le reste du Venezuela, que par exemple l'Amazonie en Équateur, au Pérou, Bolivie, là, des communautés qu'on a fait où les gens vont pas te parler. Ou alors des communautés qui sont tellement tournées vers le tourisme que oui, ils vont avoir les beaux habits et tout, mais attention... On s'est fait avoir avec ça. En Équateur, à payer des trucs. Ça les fait un peu chier que tu sois là, ils font leur truc, c'est mécanique, par un sourire, tu sens que c'est vraiment pour ramasser de l'argent. Alors que là, au Venezuela, on est reparti avec des souvenirs qu'on a dans le camion, de la petite mamita qu'on a acheté, qu'on nous a offert, mais t'étais pas dans le business à touristes et ils étaient trop contents. D'ailleurs, il y a un contrôle ou deux, je sais plus lequel on est passé en Amazonie. Ils nous ont dit, putain, mais nous, on n'a pas vu de touristes depuis combien de temps? Vous êtes les premiers depuis, tu te rappelles? Extraordinaire. Je crois que la police, quand on est ressorti, ils nous ont dit, alors c'était bien, hein. Alors, c'est trop bien l'Amazonie, mais grave, trop bien. Et il faut qu'on y retourne, on a dit à Marie. Il faut qu'on y retourne parce que on a tous été un peu malades là-bas, tous chacun notre tour, et il y en a qui n'ont pas profité des mêmes choses et on voudrait y retourner. On a aussi à Puerto Ayacucho été pris en charge par un autre youtubeur qui nous a fait voir des choses. T'avais oublié ça, Jay? Ouais, grave. Et Fatima de l'Amazona aussi. Oui. Grave. Et on a vu le toboggan de la jungle, la communauté Coromoto. On a été voir Puerto Miranda, Puerto Sipapo, une île, l'île Raton, qui en fait... ça, c'était avec transport à Otana. Oui. Putain, non, on a fait plein de choses. Sur la rivière Orinoco, qui est une des rivières majeures du Venezuela, et on a vu
au loin le Cerro Otana, la montagne Otana, qui est pour eux l'arbre de vie. Enfin, plein de lieux magiques et on n'a pas tout fait parce qu'après il faut prendre la pirogue, il faut faire des jours de pirogue. Et puis comme j'ai dit, il y a des trucs chers. On aurait voulu faire aussi les Catatumbo là. Le plus grand nombre d'éclairs à la seconde qui tombent sur la planète, c'est au Venezuela. C'est à côté de Maracaibo, c'est on n'y a pas dans été un grand lac ouvert sur la mer et c'est à faire. Il faut savoir que la saison débute en mai. Avant mai, ça va être un peu compliqué de les voir. Mais oui, il y a énormément de choses à voir. Depuis l'Amazonie, on repart en arrière. On s'arrête aux dunes de la Soledad, qu'on avait déjà fait plus tôt. Là où je perds mon téléphone, pour ceux qui veulent un petit repère. Et voilà, on s'est aussi fait plein d'amis là. En fait, à chaque arrêt, on s'est fait des amis. À San Fernando de Apure, on passe à nouveau. On retourne à Maracay, chez les potes. Et là, on se lâche sur les activités. Grave. Pizza, paintball, bowling, enfin on fait tout. Avec le monde, Los Pits, là, les copains colombiens qui voyagent avec la BM, la moto là. Et en fait, partout où tu t'arrêtes, t'es accueilli comme jamais quoi. Vous avez vu le téléphone aux dunes. Vous vous rendez compte que je perds mon téléphone, je fais un TikTok, le lendemain il y a 40 personnes qui cherchent ton téléphone. Et pas pour te le voler, pour te le rendre, pour t'aider en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire là-bas. Beaucoup le comprennent pas dans les commentaires. On a eu beaucoup de commentaires où les gens les comprennent pas. Non, parce que vous avez votre œil de France, d'Européen, pour ceux qui voyagent pas non plus, ils savent pas forcément. Même nous, on savait pas avant d'arriver là-bas. C'est une mentalité qui est quand même extraordinaire. Qu'il faut pas que ça change. Parce que les gens font l'amalgame entre la politique, l'économie, et ils associent ça aux gens, au peuple. Ouais. Alors que les habitants du Venezuela, ils ont rien à voir avec tout ça. Et c'est des populations hyper accueillantes. Alors oui, l'économie va pas bien. Oui, la politique, ça pourrait aller mieux. Faut pas associer ça au pays, vraiment pour le découvrir, quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est normal. Vous êtes machiné par la police parce que on veut que vous montriez une bonne image, on veut pas vous emmener dans les quartiers alors chauds. Oui et non, évidemment ils veulent qu'on montre une bonne image du pays, mais on peut aller où on veut. On nous a pas tenu la GoPro pour filmer que à gauche et pas à droite. Non, on filme ce qu'on veut, on va où on veut. Si on se fait un moment escorter, forcément ils vont nous emmener au plus sympa. Mais moi tout seul je pourrais aller au pire s'il y en a un, on l'a pas vu quoi. On part de Maracay, direction la Colonia Tovar en se disant il fait trop froid là-bas, on va pas y rester longtemps. Mais avant d'y arriver, on tombe en panne, un pneu qui explose. Ah ouais, à la Victoria, on change ce pneu, on monte à la nuit. On se fait déjà des premières rencontres. On a offert 20 litres de gasoil aux copains, non, on savait pas qui c'était. C'est les habitants de la Colonia Tovar, ils étaient en panne de gasoil, du coup on leur offre 20 litres de gasoil et du coup on fait la route ensemble, l'échappement prend feu, enfin vous avez vu c'était un peu le bordel. Et là on arrive en haut à la nuit, on mange un petit truc de rue et là on se dit je pense qu'on pourra pas vivre ici. Il fait vraiment trop froid. On arrivait de la zone des Caraïbes, parce que c'est plutôt chaud quand même, le Venezuela dans l'ensemble. Et là, on arrive là, on se dit merde, il fait trop froid. Et là, on tombe sur Darwin et toute l'équipe de Colonia Tovar. Henri, Darwin, sa femme, Jessica, Keren, Juan, enfin toute l'équipe. Et ils nous ont fait découvrir la Colonia Tovar comme jamais, quoi. C'était vraiment extraordinaire. C'est une vraie équipe d'amis. La famille. Ils nous aident pour notre projet. Donc qu'est-ce qu'on a fait à la Colonia Tovar? On a fait le tour de la Colonia Tovar. Non, c'est pas des descendants de nazis, puisqu'ils sont arrivés 100 ans avant, parce que c'est encore les commentaires qu'on a eu. C'est une colonie allemande, mais il y a de toutes les couleurs là-bas. Il y a des descendants d'Allemands qui sont blancs avec les cheveux blonds, et puis il y a des populations noires descendants d'esclaves africains, et puis il y a des latinos, il y a tout le monde là-bas. Les noirs, c'est plus à la plage où on est descendu. En contrebas de la Colonia Tovar. On dit la plage de Colonia Tovar, comme tout le monde dit, mais c'est pas en vrai, c'est pas la plage de Colonia Tovar, parce qu'on est quand même à 2000 mètres. Donc c'est la plage de Chichiriviche de la Costa. Ah ok. Et là, magnifique. Vous prenez votre moto, 1h15, 1h30 de moto, vous arrivez à la plage dans les Caraïbes. Et c'était un moment génial. Ouais, là, très bon souvenir. Avant ça, on avait déjà visité tous les lieux touristiques de la Colonia Tovar et nous avait entraîné partout. C'est plein de petites étapes qui durent pas très longtemps, mais où on profite de la gastronomie locale qui est plus tournée vers l'Allemagne, vers l'Europe. Enfin, c'est assez drôle de voir un petit bout d'Europe greffé comme ça au milieu du Venezuela. On avait pour projet de s'installer en Argentine avant, et c'était aussi
comme par hasard, dans une colonie allemande. Pourquoi? Parce que c'est des lieux hyper touristiques. Et je voulais dire quelque chose, je ne me souviens plus, et la caméra n'arrête pas de chauffer, n'arrête pas de s'éteindre, j'espère que ça va pas trop être décousu. On a quand même visité une maison avant de partir à la Colina Tovar. Malheureusement, cette maison a été vendue, mais on a d'autres maisons. J'ai un petit peu les boules. Ah, il y avait un message d'alerte, c'était quoi? La caméra a trop chauffé, elle va s'éteindre dans 5 secondes. C'était genre alerte rouge. Alerte rouge. C'est éteint, ça y est. Voilà. Fini. Bon, petite pause. Allez, on reprend pour une énième fois. On quitte finalement la Colonia Tovar sans avoir acheté pour aller à Caracas. Et à Caracas, grosse surprise, on se fait de nouveau escorter par la police et on est reçu par eux. Et le général Larry. Là, j'ai encore eu tout à l'heure au téléphone. Et ouais, là on profite à fond. Il nous fait découvrir le téléphérique de Caracas, l'hôtel Humboldt, un des hôtels les plus chics de Caracas. Le plus haut et le plus chic. On mange là-haut, invité par la police quand même, s'il vous plaît. Téléphérique aussi offert. Et on est invité à exposer notre véhicule au musée du transport de Caracas. D'ailleurs, on a reçu encore d'autres invitations, je ne sais pas si on va pouvoir y aller, à Valencia et encore à Caracas pour exposer le camion. Donc oui, on a fait beaucoup de choses, enfin encore merci à la police de Sucré. On a fait beaucoup de choses avec eux, ils nous ont beaucoup aidés aussi pour la migration, pour les papiers, on avait une voiture de police en permanence avec nous quand on avait besoin. Mais il y a plein de choses que j'aurais voulu voir aussi et on n'a pas eu le temps d'aller les voir. On a été aussi à une partie de Petare, la partie coloniale de Petare. Moi j'aurais voulu aller plus dans le barrio, donc on verra si on y retournera quand on va y retourner. J'aimerais bien aller dans le barrio de Petare. Mais on a aussi vu le centre historique de Caracas. C'était vraiment sympa. On était coincés par le temps parce qu'il fallait se diriger vers le Brésil. On a passé beaucoup de temps à Maracay et à Colina Tovar. Et tout ce temps-là, il est perdu pour la suite, quoi. Donc on passe des bons moments, mais après il faut courir et nous, on sait pas courir. Et nous, on sait pas faire, quoi. Donc ensuite, après Caracas... direction Lecheria, une découverte aussi. Chez Fred, un Français qui a une maison là-bas. Encore merci à toi. On a passé vraiment un bon moment. Rapide. Trop court encore. On a visité un parc national qui est dans les Caraïbes. On a profité de la plage sur son bateau. Enfin, c'était génial. Franchement, on a hâte de retrouver Fred là-bas aussi. Et on a passé de super moments, mais encore, trop court, quoi. Et là, c'est le moment où il a fallu qu'on trace. Donc on a fait El Tigre, la ville avec un des plus grands drapeaux peints au monde. Et on a continué très vite, Cascade La Chovina, à Ciudad Bolívar. Et on a continué en direction du Brésil. Et on voulait absolument prendre du temps pour s'arrêter à Eldorado. La ville de l'or. L'Eldorado, quoi. Et là, pareil, extraordinaire. Ville de chercheurs d'or. On nous a évidemment offert de l'or, on a fait des rencontres, des gens super sympas. Pareil, on n'a pas pu rester longtemps. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on a traversé la Grande Sabana. C'est une des zones touristiques les plus sympas, les plus nature du Venezuela. Sauvage. Qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était trop court en temps. On essaiera de vous la montrer plus tard. On ne sait pas quand parce que là, on est dans les papiers. Et avant de passer la frontière, on se fait encore inviter plusieurs fois. Le camping, qui n'était pas un camping encore, chez la Posada Friedenau. Voilà, on se fait inviter là. Notre dernière nuit au Venezuela, dans une posada avec piscine et tout, c'était génial. On remercie vraiment tous les Vénézuéliens, toutes les personnes qu'on a croisées, toutes les personnes qui nous suivent. Vous vous rendez compte qu'on a commencé TikTok au Venezuela, parce qu'on avait TikTok mais on s'en servait pas. Mais les Vénézuéliens sont très TikTok. Et on a fini donc en 6 mois, on est rentré avec très peu d'abonnés. Et on a fini en 6 mois à plus de 140 000 abonnés sur TikTok. C'était incroyable. Donc franchement, merci à tous. On a passé de bons moments. Et on est tombé amoureux du Venezuela. Donc là, on s'en va du Venezuela pour faire quoi? Avec l'idée de revenir au Venezuela dès que c'est possible pour essayer de s'y installer. Donc on regarde et on se dit, il y a un consulat au Guyana et un à Cucuta. Cucuta, c'était plus notre route et c'était le bordel, vous avez vu, on vous l'a expliqué pour la frontière. Donc on décide d'aller à Sud Guyana. Donc pour aller au Guyana, il faut aller au Brésil. Donc on sort au Brésil et on profite de Boa Vista, le petit lac. Les plages au bord des rivières. On traîne là-bas parce qu'il y avait un peu la saison des pluies et il y a une piste à prendre pour rejoindre Georgetown. J'achète mon téléphone. Et on se décide finalement à passer la frontière et on rentre au Guyana, à l'Etem, une ville chinoise, j'ai envie de dire. Ouais, grave. Et là,
décor complètement changeant de toute l'Amérique du Sud. C'est complètement différent. On roule à gauche, ça parle anglais, les maisons en bois, style américaine, sur pilotis. C'était complètement différent, quoi. Ouais. Et l'Éten, c'était, oui, le marché chinois, Shinagora, pour ceux qui connaissent à Paris. On en profite, on fait plein d'achats, plein de conneries chinoises. Avant d'attaquer la piste. Et là, c'est 550 km de piste en terre rouge, en latérite. Alors, on a de la chance, il faisait très beau. Ouais. Donc, on a bien profité et on a fait encore une super rencontre parce qu'on est tombé sur des Vénézuéliens qui nous ont emmenés voir une mine d'or officielle au Guyana. Enfin, c'est une expérience qui n'arrive pas à tout le monde. Je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel parce que les mines d'or, c'est toujours un sujet sensible. Ouais, c'est difficile d'y rentrer. Non, on était trop contents. Ensuite, on rattaque la piste. Il faut passer un bac, d'ailleurs, qu'on a passé avant la mine d'or. Ah oui, donc qui est gratuit quand vous montez à Georgetown, mais qui est payant quand vous redescendez. Donc sur cette piste qui est vraiment sympa en saison sèche, comme je dis, ça peut être super en saison humide, mais pas 500 km. Vous aurez peut-être l'occasion de nous voir sur cette piste en saison humide. C'est ça. Donc là, ça fait un peu peur. Surtout que quand il pleut, ils nous ont prévenu, les chauffeurs de SMI, eux, ils ont des SMI classiques. Et s'il pleut, les mecs, ils abandonnent le camion au milieu de la route. Et tu te démerdes. Si tu veux passer à droite, si tu te casses la gueule, c'est ton problème. On va jamais y arriver, il n'y a plus de batterie. C'est vraiment bien, c'est à 360. Hein. Heureusement que je vous ai écouté quand même dans les commentaires. Hein. Et ensuite, sur cette piste, vous avez vu dans la vidéo, le charbon de l'alternateur. J'avais bien fait de l'échanger au Venezuela, parce que ça n'a pas duré longtemps, j'aurais mieux fait de laisser les origines finalement. Ouais, c'est clair. Plus la direction qui nous lâche, enfin, vous avez tout vu. Et on finit quand même par arriver à Georgetown. Une ville très sympa au niveau de l'architecture, mais alors au niveau de la sécurité, c'est une catastrophe. Donc pas du tout de coup de cœur. À Georgetown, on va à l'ambassade de France, on est invité, on fait un petit peu de tourisme dans la ville et surtout on va au consulat du Venezuela. Pour entamer les papiers. Donc alors là, on va passer par la partie qui intéresse finalement beaucoup de monde, les sous, l'argent. La plata, les dollars, les euros. Donc déjà, combien on a fait de kilomètres cette 6e année de voyage? On a fait 12 741 kilomètres. C'est dans la moyenne, hein. On fait entre 10 et 15 000 par an en général. Combien on a mis de litres de gasoil? 5 817 litres, ce qui nous fait une consommation d'environ 45 litres pour 100 km sur cette année. Combien on nous a offert de gasoil, parce que c'est la seule année où on nous a offert du gasoil, puisque c'est la seule année où on était au Venezuela. 845 litres de gasoil. Et ça nous a coûté combien? 2896 € à peu près, parce qu'il faut faire des conversions avec les taux de change, donc ça peut jamais être précis à 2900 € pour 5817 litres de carburant. C'est la partie du voyage la moins chère, le gasoil. Beaucoup se disent, oh là là, je vais partir avec un gros camion, ça va être mon plus gros budget. Non, c'est pour nous, nourriture, le budget. En 5 personnes, le gasoil, c'est la plus petite partie du budget. Donc on a fait quelques investissements. On a acheté une moto pour Alex, la YCF 50. On a dû racheter des batteries, puisqu'elles étaient mortes. 2 batteries pour la cellule du camion Merci au camping de Colombie. On a racheté un moteur de bateau. Donc on a acheté le Mercury 8 chevaux, mais en même temps, on a vendu le Yamaha 2 chevaux et on a vendu notre ancien bateau. Et l'abonnement Starlink. Et ça peut intéresser du monde. Ça nous a coûté pour l'année 870 €. Au moment où je vous parle, on vient de recevoir un mail. Normalement, on va payer, parce que ça a augmenté ce mois-ci, on va payer 94 € en illimité, en nomade. Je sais plus comment il s'appelle, le forfait. Enfin voilà. C'est pas le forfait monde. Hein. Non. Petite info supplémentaire. Le groupe électrogène. Parce que sur cette année, on s'est servi énormément du groupe électrogène. Pour la climatisation qui est à côté de Julien là. Qu'on a éteint, du coup, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Il fait combien là? 27. On l'a éteint parce que sinon vous allez entendre que ça dans la vidéo. Le groupe, il a tourné 708 heures sur un an. C'est énorme. Parce qu'on laisse la clim le soir. C'est tellement chaud qu'on met la clim. Alors, donc, pas la nuit, hein. En général, on coupe. En fait, j'ai ma petite technique. Je mets 1 litre, 2 litres, 3 litres, ça dépend combien de temps on veut qu'elle tourne dans le groupe électrogène. Je ferme le placard, le groupe électrogène tourne dans son placard, il est aéré, il n'y a pas de souci. Et quand il n'y a plus d'essence, il s'éteint. Crevaison camion. Et cette année, il n'y a eu que 4 crevaisons, plus un changement des 2 pneus avant. À Boa Vista. Et crevaison moto.
À 6 quand même. Je vous parle pas des crevaisons multiples. Hein. On arrive au solde final pour 7 années de voyage. Équateur, Colombie, Venezuela, Brésil, Guyana, 5 pays cette année. On a dépensé 29 394 € à peu près. À peu près. Donc pour une famille de 5 qui voyage comme nous, vous faites des activités payantes, vous allez au resto, sans abus, attention, hein, sans excès. Parce qu'il faut savoir que l'Équateur, c'est assez cher, c'est en dollars. Le Venezuela, c'est aussi en dollars ou en bolivar, qui est la monnaie locale, mais voilà, nous on a tout payé en dollars. C'est très très cher, mais il y a encore pire. Il y a le Guyana, et là c'est encore plus cher. Donc on a fait 3 pays assez chers. La Colombie, c'est raisonnable. Le Brésil aussi, c'est raisonnable au niveau des prix. Donc voilà, vous savez tout, une famille de 5, en camion aménagé, sans trop de folie, comptez 30 000 balles sur cette année quasiment, quoi. Donc maintenant les petits tips voyage pour cette année. Carte de téléphone locale. Pourquoi vous prenez pas de la eSIM? Parce que c'est très cher. On prend de la carte locale dès qu'on arrive dans le pays, on va dans un petit kiosco et on fait activer une carte et on recharge quand on a besoin. On a fini quand même par ne plus prendre de carte locale et utiliser la Starlink, donc seulement quand on est au camion, et vraiment c'est pas pratique du tout. Ouais, c'est clair. Bah, on a fait ça au Brésil et au Guyana, là où on est en ce moment, parce que c'est des pays où finalement on va pas très loin du camion et c'est des pays où on reste pas longtemps. Faut savoir qu'au Guyana, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est que 14 jours pour le véhicule, plus une extension, donc vous n'allez pas rester 3 mois ni 6 mois dans le pays. Le gaz, aucun problème. Alors en Équateur, je ne saurais pas vous dire, aucun problème en Colombie, aucun problème au Venezuela, c'est tout. Brésil, il faudra changer de bouteille, vous l'avez vu dans les vidéos. Alors le Brésil, ça dépend, je pense, où vous êtes dans le pays. Clairement, à Boa Vista, c'est un peu comme un monde à part dans le Brésil. C'est vraiment très isolé du reste du pays. Et il n'y a vraiment pas eu moyen. On a vu énormément d'endroits, parler à beaucoup de monde. Ils ne rechargent pas le gaz. Ouais. Le petit tips, les voyageurs qui sortent du Venezuela, qui veulent aller au Guyana, si vous n'avez pas un véhicule rehaussé, franchement, laissez tomber. C'est, je pense, une galère à la piste pour vous. Ça va être relou, quoi. Bah, vous avez vu les images de la piste, à vous de juger. Ouais, mais tu te rends pas compte à travers une caméra et nous avec le Mancat. Disons que ils font la piste avec des voitures. T'as vu la gueule des bagnoles, elles arrivent, ils ont plus de pare-choc. Si tu t'en branles et que tu vas tout casser et que tu peux t'arrêter sur la piste, là on a des amis, les Allemands, pourtant avec un poids lourd. Eux ils étaient à l'âme, donc ils roulent quand même un peu moins vite, donc tu refroidis moins aussi. Ils sont arrivés au Brésil, ils ont passé Noël et jour de l'an dans un garage, ils ont pété une culasse, quoi. Donc il faut faire attention à tout ça, faire attention à la saison aussi. Ne pas traverser pendant la saison des pluies parce que là tu passes pas, quoi. C'est vrai. Je vous conseillerais pas d'aller au Guyana de toute façon. Non. Maintenant, si vous tenez absolument à y aller, vous avez sinon la solution de passer par le Brésil, aller en Guyane française et revenir en arrière pour pas prendre cette piste. Attention, je pense que ce que dit Marie n'est pas du tout rentable. Non, parce qu'il faut payer le bateau à Manaus, il faut payer le bateau en France, il faut payer le bateau au Suriname, il faut payer le visa au Suriname. Donc non, je pense que là, c'est pas du tout rentable. Non, c'est pas du tout rentable. Mais si vous voulez absolument y aller avec votre véhicule, vas-y en avion. Voilà. Gare-toi à Boa Vista et viens en avion, quoi. Bah, nous, on n'a pas kiffé. Après, c'est notre ressenti à nous. Nous, on n'a pas kiffé du tout. Mais on a quand même croisé des gens super sympas qui nous ont aidés, qui nous aident encore aussi. On peut pas cracher sur tout le monde. Clair. Mais les gens sont beaucoup moins ouverts ici que dans les autres pays qu'on a traversés en Amérique du Sud. Les plus belles rencontres qu'on a fait au Guyana, c'est avec des Vénézuéliens et des Cubains. Ah, c'est clair. Ouais. Et attention, ça change vraiment de population. Non, indien, d'Inde, nord-africain, chinois. Donc c'est rigolo, quoi. Et des Indiens. Et latinos, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de latinos. Hein. T'en as vu quelques-uns, donc il y en a forcément un peu. Ils sont tout en bas de l'échelle, quoi. Mais c'est souvent des immigrés sans papier. C'est ça, hein. Beaucoup, ouais. Travail au black. Les assurances, Équateur, pas d'assurance. On en avait trouvé une, mais on n'en avait pas pris parce que... horriblement cher. Et personne ne prend d'assurance en Équateur. On l'avait trouvé en Argentine, imaginez. Colombie, très facile. Vous arrivez à un petit supermarché, il y a un petit kiosco d'assurance. Vous assurez chez eux, ça passe nickel. Venezuela c'est pareil. Brésil, l'assurance n'est pas obligatoire. Aucun souci pour le véhicule français puisqu'on est frontalier. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il vous faut l'assurance avant de rentrer au Venezuela.
mais votre assurance colombienne fonctionne au Venezuela. Nous, on avait la chance qu'elle courait encore, notre assurance colombienne, quand on est rentré au Venezuela, et on a pu aller jusqu'à Maracaibo pour trouver une assurance. Je ne sais pas si en rentrant par la frontière où on est rentré, il y avait d'autres endroits pour s'assurer avant. Je pense pas. Je sais pas. Et ensuite, Guyana, assurance obligatoire, et ça, vous pouvez la prendre quasiment à la frontière, à l'ETEM. Vous avez vu dans les vidéos, de toute façon. Ils vous laissent rentrer sans problème pour aller prendre votre assurance. Au niveau de la banque, nous on utilise la carte N26, donc c'est une Mastercard. Si vous voulez, il y a un lien de parrainage. D'ailleurs, pour Starlink aussi, il y a un lien de parrainage sous toutes les vidéos. Ça marche très bien. On peut payer partout. On a payé partout en Équateur, dans tous les pays d'Amérique du Sud. Des fois, on dit la carte bleue marche pas. C'est pas que la carte bleue marche pas, c'est qu'ils prennent pas la carte bleue étrangère en fait. Oui, ils prennent des cartes bleues locales en fait. Il y a des pays quand on peut pas payer avec la carte bleue. À ce moment-là, on peut retirer dans les banques. Donc on paye en liquide, mais on a retiré avec notre carte bleue. Donc N26 0 frais, mais vous payez les frais au distributeur local s'il y en a quoi, de la banque locale. Le truc qui est chiant, je sais pas les autres banques, mais avec N26, c'est que tu es limité à 1050 € par semaine. Donc ça, c'est le truc un petit peu chiant d'N26. Mais sinon, tout marche très bien. Tu fais tes virements en ligne, tu peux bloquer ta carte, changer ton code. On n'a jamais eu de problème en plus de 6 ans de voyage, quoi. Pour les petits liens, je crois qu'on a des liens, donc N26, Starlink, Western Union, Epidemic Sound pour les musiques. On achète les musiques pour les vidéos qu'on vous publie là. Il y a tous ces liens de parrainage. Je sais pas ce que ça vous donne, je sais pas ce que ça nous donne. Je crois qu'on gagne un peu des deux côtés, mais voilà, il y a des liens de parrainage sur toutes les vidéos. Profitez-en. Donc cette année, il y aura pas de coup de gueule parce que finalement, on l'a fait un petit peu au fur et à mesure des vidéos. Ça sert à rien en fait. Ouais, si, ça nous fait du bien en fait des fois, mais là on est pas chaud. Donc ouais, on n'a pas eu de... En fait, tranquille. C'est qu'on n'a pas eu de commentaires à la con là sur le moment, c'est pour ça. Je pense c'est ça, ouais. Encore merci de suivre l'aventure. N'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à en parler autour de vous et ça nous aide de notre côté aussi, donc ça c'est cool. Moi ce que j'ai trouvé c'est que on a des nouvelles personnes qui sont arrivées ou des nouvelles personnes qui commandent qui sont peut-être déjà là depuis longtemps. On est super contents et bienvenue à tous les nouveaux. Ouais. C'est quoi la suite? Alors la suite en vidéo, ça va être donc le Guyana, le Suriname, la Guyane française, le Suriname, le Guyana, le Brésil et le Venezuela. Normalement, ça devrait être comme ça. Maintenant, on est en plein dans les papiers. C'est un peu le bordel. Nous, la suite, c'est que on aura fait les 13 pays d'Amérique du Sud. Si on veut voyager de nouveau, il faudrait changer de continent. Changer de continent, ça demande de l'argent. On est tombé amoureux du Venezuela, vous le savez tous. Celui qui ne le sait pas, il n'a pas compris. Si on change de continent, ça coûte de l'argent pour en sortir et pour y revenir si on veut vivre au Venezuela. Donc l'idée c'est de s'installer au Venezuela. Les vidéos vont pas être terminées. Il va y avoir, je pense, des petites vidéos qui vont expliquer les démarches, je pense, comme on a fait. Vous verrez si on y arrive. Vous verrez notre installation si on y arrive. Et comme on veut développer quelque chose dans le tourisme, je pense qu'il y aura moyen de continuer les vidéos. Peut-être pas au même rythme. Oui. Mais ça, c'est dans un avenir encore assez lointain. Mais les vidéos feront partie de notre travail finalement. Je veux dire, ça sera là pour promouvoir un peu comme ce qu'on a fait, mais différemment pour notre business, quoi. Et non, on ne vit pas de YouTube, donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'arrêter et de travailler. Ça y est, on est à ras des pâquerettes. Ça y est, on va faire les 13 pays d'Amérique du Sud. On sera super content de ce qu'on aura fait, de ce qu'on aura vécu. Plus de 6 ans de communauté dans le camion. Tout le monde est vivant. Il n'y a pas de borgne. On n'est pas divorcés. D'ailleurs, on s'est même mariés. Vous verrez ça dans les vidéos. Voilà. Bon, c'est pas fini, attention. Hein. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire. Je veux préciser que c'est possible qu'on fasse un petit peu plus souvent des lives parce que Julien a trouvé ça et ça lui plaît de discuter avec vous. Donc peut-être si on a le temps, vous aurez encore des lives. On verra. Mais je pense que dès qu'on aura nos papiers à jour, il va falloir qu'on s'active pas mal et on verra sous quel format ça changera la chaîne ou pas. Il y aura les papiers, l'achat d'une maison, l'installation, notre ressenti dans une maison après plus de 6 ans de voyage, les enfants. Ça peut être sympa aussi de voir tout ça, quoi. Ça fait 7 ans, puisqu'on était dans le camion avant de partir en voyage, 6 mois avant. Ça passe vite, hein. Vous barrez pas, c'est pas fini, il en reste encore beaucoup à venir. On a beaucoup de vidéos prêtes, il y a beaucoup de trucs qui vont être vraiment sympas, donc restez là. Et après cette vidéo du bilan, d'ailleurs, vous pouvez aller voir, ça veut dire qu'il y a 6 bilans sur la chaîne YouTube. Chaque année, on essaie de faire un bilan.
Et qu'est-ce qu'il y a après cette vidéo? Il y a le best-of, les meilleurs moments, les vidéos gags, comment vous voulez l'appeler, je sais pas. Les séquences un peu inédites, certaines. C'est souvent des vidéos qui marchent pas bien. Moi, je les adore. Nous, on les regarde en famille, on s'éclate. Ça sera une vidéo courte, mais je pense que ça peut vous faire bien rire. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce bilan. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout, de cette année de voyage. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je sais qu'il y en a qui sont sur la télé, donc c'est difficile de mettre un commentaire. Si vous avez le temps avec votre téléphone, mettez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de les lire. Continuez à suivre l'aventure de la XTG Family. Et on va essayer de sortir cette vidéo dans les temps, même si je pense que ça va être dur. En tout cas, encore merci à vous. Merci. Et puis, à la prochaine. Ciao. Ciao.